donc une dernière présentation autour donc d'un projet de recherche qui a eu lieu en partie et en particulier ici, au niveau de l'F2L. Donc c'est Laurent Dupont qui va venir nous le présenter. Bonjour à tous. En quelques mots, je suis le responsable scientifique de la plateforme et sur ce projet, j'étais un des responsables d'un award package. Je précise que je suis un diplômé de l'école du GSI et ma connaissance de l'analyse de la valeur, c'est en tant que diplômé quand j'ai été formé élève ingénieur. Et je vais vous montrer avec un sujet peut-être un peu orthogonal avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, euh, pour commencer un peu plus technologique dans la présentation et après on refera le lien avec la question environnementale et l'économie circulaire. Quelques mots sur le projet européen. 3 ans et demi, ça a commencé juste avant le confinement Covid, sur 14, avec 14 partenaires, 8 pays européens. Donc on devait se déplacer, voyager, c'était un petit peu compliqué. Donc on a dû créer de la valeur en étant à distance. Et on va voir comment on a fait. 7 millions d'euros de budget quasiment, dont 6 millions de subventions de l'Union européenne. Et c'est du partenariat public-privé avec des grands groupes, des entreprises, des universités. Euh, un tout petit, une petite notion sur la notion, alors je suis désolé, hein, toutes mes slides sont en anglais, sur la notion de maturité technologique, juste pour vous préciser que nous avons travaillé en fait à la demande de l'Union européenne pour passer d'un TRL4, donc de technologies qui sont validées dans des laboratoires, à des technologies mises en démonstration dans des contextes pertinents. Donc, on est vraiment sur une des 3 étapes du passage à l'innovation. On n'est pas encore sur de l'innovation commerciale ou commercialisée, mais sur du développement en phase de recherche. L'idée de départ et la demande de l'Union européenne, c'est de constater en fait qu'on a les makers, les Fab Labs qui sont beaucoup développés à travers l'Europe. Donc le fait de faire de la bidouille, du do-it-yourself, ce qu'on peut faire notamment de l'autre côté du mur dans la travée matérialisation du Fab Living Lab, et de dire ça marche vachement bien, donc ça serait vraiment intéressant d'aller à exporter ça au niveau des PME, PMI pour qu'elles deviennent plus innovantes et soient plus créatives, etc. Nous, ce qu'on constate, c'est de dire les PME, elles ne travaillent pas en mode bidouille, je répare un truc et puis une fois que ça fonctionne, je passe à autre chose. Non, elles ont besoin de régularité, de normes, de respecter les normes, d'être dans la reproduction. Donc, on a proposé de passer à un autre concept qui était le do it together, c'est de conforter les filières, les réseaux des entreprises, mais d'augmenter finalement leurs pratiques avec des approches maker ou Fab Lab. Pour ça, on a imaginé donc, ce concept du together qui, pour faire très simple, s'appuie sur 2 aspects, le processus de co-création et d'open manufacturing. L'idée, c'est comment à chaque étape, un processus qui va de l'émergence d'une idée à la livraison d'un produit final, on est capable d'associer les utilisateurs tout au long de la phase de projet, avec une ambition derrière qui est de dire comment on fait le lien au plus près des consommateurs, donc comment on rapatrie finalement la production, la fabrication sur un territoire local, donc comment on tend vers l'économie circulaire, et donc par extension, réduire l'impact environnemental, réduire le transport, l'impact en termes de CO2, etc. On a travaillé sur ces 2 phases de façon parallèle et on l'a appliqué au secteur de l'ameublement et de l'agencement, qui est un des gros secteurs industriels au niveau européen. Ce qui était déjà un gros morceau, on ne pouvait pas faire plus. Alors là, je vais essayer techniquement juste de vous montrer ce qu'on avait imaginé au début du projet avec un petit film d'animation qu'on avait fait au début du projet. Donc, c'est l'histoire de Kim. Voilà, qui veut en fait installer un meuble chez elle, mais elle ne trouve pas le meuble sur mesure qui n'est pas adapté. Soit c'est trop court, soit c'est trop long par rapport à son salon. Et donc, l'idée du consortium, c'est de dire on va faire appel aux technologies immersives, c'est-à-dire réalité augmentée, réalité virtuelle, pour pouvoir scanner une pièce, donc la numériser, et puis ensuite pouvoir aller avec un casque de réalité virtuelle, produire son meuble sur mesure, le confronter à des communautés, etc. Donc ça, c'est vraiment la vision en septembre, octobre 2019. On n'a vraiment pas commencé, on a juste des idées et on se dit, voilà, on aimerait vraiment faire ça.
Elle met son casque une fois qu'elle a scanné sa pièce, elle dessine en réalité virtuelle, elle imagine son concept et elle va le confronter auprès de professionnels, de designers, etc. pour pouvoir vérifier que ça fonctionne, bénéficier de conseils de professionnels aguerris. Et puis, une fois que c'est validé, qu'on est d'accord sur le principe, bah, identifier une entreprise localement qui va lui permettre de le produire avec des produits, si possible, locaux ou en tenant compte de certaines spécificités locales. Par exemple, telle essence de bois, bah, je vais plutôt la trouver dans les Vosges, telle autre essence, c'est dans le sud de la France. Et si c'est sur un autre pays européen, bah, on va être sur d'autres types de matériaux. Je ne vais pas aller plus loin sur le film, puisque je vais vous illustrer par la suite le reste. Je vais juste essayer de sortir de cette vidéo avec ce petit dispositif magique. Voilà. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a réussi à réaliser après 3 ans et demi de projet? Donc, on est capable de scanner avec un téléphone. Alors, il faut être honnête, c'est pas tout à fait quel genre de téléphone. Alors, je vous montre la marque sans la citer, mais c'est le modèle quasiment dernière génération. Donc, je peux même pas le faire moi-même, uniquement avec quelques appareils dans lesquels on a investi. Encore une fois, on est en TRL 6, donc on est juste dans la preuve de démonstration, on n'est pas dans la commercialisation. Mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir utiliser en fait un LiDAR, c'est les fameux 3 objectifs que vous avez sur un téléphone. Vous scannez votre pièce et ensuite vous êtes capable de prendre un casque de réalité virtuelle et de dessiner virtuellement. Là, il y a la version très brouillon, la coopération en mode virtuel pour lequel on a fait des recherches spécifiques pour voir si c'était pertinent, si ça fonctionnait aussi bien que sur un tableau blanc, etc., ou avec des photos. Et puis, une fois qu'on est satisfait du concept en version brouillon, on est capable d'accéder à un atelier de menuisier virtuel où on va avoir pour le coup des vraies planches et pouvoir faire la vraie version du meuble avec des formes plus standards de l'industrie, mais quand même un peu de marge de liberté où on va pouvoir dessiner peut-être quelque chose qui pourrait être imprimé en 3D. Donc voilà, donc ça on est capable de le faire. On a testé tout au long du projet avec des groupes d'étudiants, des professionnels du design, des mises en situation pour voir si les technos fonctionnent, comment elles fonctionnent, comment optimiser, puisqu'on sait très bien que c'est pas forcément évident de jongler avec toutes ces technologies. Et en parallèle, d'autres partenaires ont développé donc la plateforme web qui permet de récupérer ces informations, de créer son compte, etc., d'avoir des infos, d'interfaces paramétriques, c'est-à-dire que vous pouvez encore ajuster les aspects dimensions, choisir les matériaux en fonction de ce qui est disponible dans votre écosystème pour pouvoir faire appel au menuisier du coin. Et puis, le petit plus, vous pouvez également utiliser la réalité augmentée pour voir dans votre environnement ce que va donner l'installation du meuble et faire une visio augmentée avec des amis ou des professionnels pour discuter de la solution qui va être mise en place. Donc là, on est vraiment sur la partie co-création supportée par du numérique. Et au final, en fait, on a développé ce qu'on appelle une multi-sided plateforme avec différentes briques technologiques qui vont permettre en fait à des acteurs très différents de travailler sur le même objet avec des besoins et des finalités différentes. Créer son compte, travailler chez soi, sur l'interface qu'on veut, le meuble qu'on veut développer. Et puis l'autre partie, c'est les professionnels, pouvoir rentrer leur base de données matériaux, se géolocaliser, dire les contraintes techniques, etc. Et on verra par la suite, on a aussi travaillé sur les meubles intelligents. Ensuite, il faut produire. Donc, il faut concevoir un meuble qui soit fabriqué sur place, etc. Et pour le coup, on a 4 cas d'études avec des partenaires en Suisse, en Italie, un en Espagne. Donc, ça, c'est le hub d'intégration. C'est un menuisier qui accepte de tester des technologies innovantes dans son métier traditionnel. L'Espagne, on va faire de l'impression en grand format bois en impression 3D. Ici, à Nancy, on va faire du recyclage de plastique pour imprimer soit des bouts de meubles ou des meubles complets en plastique recyclé. Et au Portugal, on a travaillé sur la smartification. Donc là, pour le premier cas en Suisse-Italie, donc ça, c'est toutes les étapes que je vous ai montrées en vidéo précédemment. Donc voilà, on est capable de générer une commande avec un meuble potentiellement sur mesure. Et ensuite, ça veut bien passer. Voilà. On va être capable, grâce à l'interface web, d'aller envoyer une commande qui va passer sur des machines et on va pouvoir avoir un bureau sur mesure. Alors, vous allez me dire, oui, des bureaux comme ça, on peut en acheter. L'avantage, c'est que celui-là, il a des dimensions spécifiques, il est adapté à une pièce. Et puis, on ne le voit pas sur les photos, mais il y a des rajouts de LED, etc. Donc, il est communicant, on peut interagir avec le bureau.
Sur la partie impression 3D, grand format à base de bois, on a donc, ce qui a été développé en Espagne. Donc, vous voyez un bras de robot type industrie automobile. On l'a transformé avec une bûche géante qui permet de faire couler la matière pour la fabrication additive. Et dedans, il y a environ 40% de cellulose de bois, pardon, qui permet d'avoir des meubles imprimés en 3D. Donc, on retrouve la même forme de bureau, mais cette fois-ci en impression 3D. Alors, c'était très sympa, mais c'est un peu lourd, il faut être tout à fait honnête. Et pour le moment, la sculpture face n'est pas encore complètement idéale, mais on est dans l'expérimentation. Pardon. À Nancy, on a Green Fab Lab donc, qui a été développé. Il va y avoir une vidéo, mais c'est pas grave. On ira voir le site après. Donc, dans Octroi Nancy. Et là, on a été expérimenté en situation réelle avec des créatifs, des designers, etc. L'utilisation de machines qu'on a construites ici qui permettent de récupérer du plastique, récupérer localement pour pouvoir en faire des objets, soit de design, soit des tentatives d'expérimentation de meubles qui fonctionnent réellement. Et puis en Espagne, on a été sur la partie smartification, où voilà, on voit les photos du fameux bureau, où on a pu rajouter faire rajouter directement par le consommateur des éléments de customisation. Et là, sur les dispositifs là que faut pouvoir retrouver de l'autre côté de la travée, c'est un meuble où la porte s'ouvre automatiquement. Donc, ça permet de travailler sur des problématiques d'accessibilité, d'identification de où j'ai mis tel produit dans mon armoire, de m'alerter si je suis en rupture de stock, etc. Donc, on a les différents cas d'usage, on a la plateforme, donc la multi-sided plateforme, et le tout, en fait, permet d'avoir un projet qui fonctionne globalement et qui nous met en relation, en fait, avec des universitaires, des Fab Labs, des makers, des entreprises, etc. De tout porté par 14 partenaires. Et c'est là où on va retrouver finalement la question d'analyse de la valeur avec les fameuses pieuvres que vous avez vues dans les exemples précédents. Là, je ne vous l'ai pas mis ici, mais nous, on a identifié en fait 10 fonctions qui sont réparties en 5 grandes familles. Le processus global, la plateforme qui va permettre de gérer l'organisation, le management du projet, les services produits aux utilisateurs et peut-être le plus important, en tout cas le défi supplémentaire sur ce projet, c'est les services produits au territoire et comment on s'insère dans une logique d'économie circulaire. Donc comment, au-delà juste d'avoir des technologies qui fonctionnent, on arrive à avoir une transformation du territoire par une mise en relation d'acteurs consommateurs, enfin, de consommateurs qui voudraient bénéficier ou travailler directement avec des entreprises locales et des matériaux locaux. Donc 10 fonctions, 53 sous-fonctions, et en faisant de l'ingénierie système, on a été identifié 206 critères, en fait, sont les exigences qui doivent être satisfaites par le projet pour que ça fonctionne dans l'idéal, avec des critères de contrôle, et en fait, on est censé observer 2140 phénomènes observables pour dire ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. En pratique, sur 3 ans, on a regardé à peu près que la moitié. Et donc, en d'autres termes, donc on a ces 10 fonctions. Je ne vais pas rentrer dans les détails de définition des fonctions, mais juste pour refaire le lien avec le TRL, en fait, à chaque fonction, on a assigné en fait une exigence de réalisation pour dire, voilà, parfois on n'est qu'au niveau du concept qui est discuté, par exemple, comment on implante une stratégie environnementale dans une entreprise, et puis alors celle qui est cachée tout en haut, comment on développe une interface qui permet de faire fonctionner ensemble tous les acteurs. Donc concrètement, comment ça s'est passé à travers le temps? Donc si on prend cette courbe de temps, en fait, on a donc défini un concept, donc, le Do It Together, je vous l'ai présenté au départ. On a identifié donc 2140 critères de contrôle. C'est si on réalise le projet idéal, c'est-à-dire si on va à terrain neuf, c'est la maturité maximum. Donc si on lançait un produit inédit, commercialisé, qui permet vraiment de mettre en relation des acteurs, etc., on doit satisfaire 2140 critères. Et comme nous, l'exigence pour l'Union européenne, c'est déjà d'être à TRL6 pour montrer qu'on est capable de passer du TRL4 au TRL6, donc d'avoir les premières preuves de réalisation. Au regard des possibilités techniques, technologiques, en fait, on a convenu avec les partenaires de dire, voilà, aujourd'hui, on est capable d'expérimenter 1420 critères. On a fait un monitoring, c'est-à-dire un suivi pendant 1 an et demi. Tous les mois, on faisait un point sur ce qui était réalisé, pas réalisé.
Je rappelle que sur cette période-là, on était en mode confiné, donc on a vraiment dû travailler à distance et en confiance à distance. On n'a pas pu, nous, aller visiter les sites pour dire vous faites bien votre travail ou pas. C'était vraiment une mise en collaboratif pour que chacun puisse s'auto-responsabiliser par rapport à un projet global. Et on a organisé en local ou à distance des interactions avec différents types de publics. Et finalement, à la fin, on a réussi à mettre en place ou expérimenter en fait un système complet où on a validé 96% des critères avec une implémentation de 80% des critères. C'est-à-dire qu'il y a environ 15% qui ont été mis en place, mais ça n'a pas fonctionné, ou alors on n'a pas pu les mettre en place, mais on sait pourquoi on n'a pas pu les mettre en place. Donc en termes de valeur, c'est vachement intéressant parce qu'on peut dire aujourd'hui, voilà, si on voulait faire la même chose, ça ne serait pas pertinent, ou alors ça, on n'a pas pu le faire pour manque de ressources, manque de compétences techniques, etc. Et donc après, on peut faire mieux par la suite. Ça, c'est juste pour vous montrer que tout le long du projet, on a interagi avec des utilisateurs. Alors, au départ, on était vraiment à distance, avec du travail en ligne directement sur plan. Et puis, progressivement, on a pu aller jusqu'à l'organisation dans la petite toile qu'on ira visiter tout à l'heure pour ceux qui sont intéressés, d'un démonstrateur global du 8 Together. Et spécifiquement pour le cas d'Ancéen, pour que ce soit peut-être un peu plus concret, donc le Green Fab Lab, donc on est parti du concept, donc comment produire localement un meuble ou une partie de meuble avec du plastique recyclé. Donc on avait commencé dans l'autre travée, de l'autre côté, on avait quelques mètres carrés, on avait la Gigabotix, qui est une imprimante 3D grand format, on a fait venir des États-Unis, qui permet en fait d'imprimer du pellet, donc du plastique broyé, pour faire simple. Et puis on s'est rendu compte que si on faisait ça de l'autre côté, dans la travée, ça serait compliqué, on n'aurait pas assez de place et surtout ça allait être compliqué de faire venir des gens. Donc on a travaillé avec Octroi Nancy qui a émergé en parallèle, donc qui est le tiers-lieu culturel créatif citoyen qui est juste à côté, dans les bâtiments de l'autre côté de la rue, pour dire, voilà, vous allez accueillir dans cet espace citoyen des designers, des architectes, des créatifs, des artistes, etc. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, dans la dimension créativité, avoir des chercheurs qui vont travailler sur comment mettre en place au niveau local un système de récupération des déchets plastiques. En l'occurrence, on a focalisé sur les capsules, sur les bouchons de bouteilles, avec ce qu'on appelle des smart collectors, c'est des pièces personnes connectées, pour faire simple, des containers connectés qui nous disent quand c'est plein, et on va aller chercher quand c'est plein en vélo pour réduire encore une fois l'impact environnemental. Une fois que c'est récupéré, on va pouvoir exploiter cette matière première et vous pourrez voir, on a pu développer un certain nombre de prototypes de meubles jusqu'à imaginer une cuisine designée par des designers qui sont en Octroi Nancy, fabriquée par un architecte qui a développé un atelier de fabrication de meubles. Et c'est une cuisine dans un espace où il n'y a pas d'arrivée d'eau. Et pourtant, on a réussi à mettre en place de l'eau. Donc, ça refait le lien avec les questions de l'eau parce que là, on a un système tout simplement de réservoir d'eau, d'arrosoir pour récupérer l'eau. Et ça permet, à partir d'une expérience autour du plastique recyclé, aussi de se questionner sur les consommations d'eau et nos propres modes de consommation par rapport à du plastique ou à de l'eau. Et pour finir, pour conclure en guise d'ouverture sur les processus d'innovation, en fait, on voit avec ce schéma, donc c'est la fameuse vallée de la mort, où quand on commence à arriver en TRL4, enfin entre TRL4 et TRL6, c'est là où il y a le moins en fait de ressources et de compétences aujourd'hui qui sont disponibles ou mises sur les processus d'innovation. Et donc nous, on pense avoir amené une petite contribution dans le pilotage de démonstrateurs qui permettent de passer d'un TRL4 à un TRL6, avec notamment une contribution de l'analyse de la valeur, de l'ingénierie système, d'autres différents types d'approches et de méthodes pour lesquelles j'ai un certain nombre de collègues qui ont contribué, dont Brunel March et Frédéric Meyer pour la partie analyse de la valeur et ingénierie système. Voilà, je m'arrête là. J'ai d'autres slides s'il y a des questions. J'ai un peu débordé. Oui, Jean-Pierre. Ouais, moi, j'ai une question. C'est assez intéressant parce que on parle souvent de la voix du client, et là, c'est plus la voix, c'est vraiment la vision, la conception, et le client est autour du produit, quoi. Là, tu nous as présenté un cas où on a du recyclage, mais c'est très large, quoi. Et cette vision, là, je pense que c'est le futur. C'est le client au cœur du produit. C'est-à-dire que le produit est pour lui, quoi. Donc, merci de nous avoir fait rêver.
Et puis, C'est on plus voit qu'un qu'on an, avance. ça fonctionne. Et oui, et on va aller voir tout à l'heure. Ouais, et je pense que c'est très intéressant. Bon, c'est sûr que les démarches, qu'elles soient valeurs, ingénierie de système, ou d'ailleurs, il y a pas mal de connexions. On a des collègues de l'IS qui sont en relation aussi. C'est quelque chose qui doit s'intégrer. C'est pas une méthode. Hein. C'est l'histoire du cocher et de la mouche, quoi. C'est pas la mouche qui a fait avancer la caravane, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment une intégration de plein de méthodes sur lesquelles il faut admettre, quand on les intègre, il faut admettre un peu de souplesse, quoi. Hein. D'autant que, pour vous expliquer un peu un contexte d'un projet européen, en fait, là, on est sur un programme qui est une Innovation Action, c'est-à-dire que la demande de l'Union européenne, c'est vraiment de faire du développement pour des entreprises. C'est pour ça c'est du partenariat public et privé avec des grands groupes industriels et des PME. Et l'idée, normalement, c'est de développer de l'innovation qui va servir tout de suite. Avec un paradoxe très fort, c'est qu'en même temps, l'Union européenne nous dit, bah voilà, on estime qu'aujourd'hui, là où vous en êtes sur ce genre de questions d'intégration de l'économie circulaire dans des secteurs industriels avec des approches makers, on est plutôt au mieux en TRL 4, voire plutôt TRL 3, donc on est quasiment dans la recherche fondamentale. On vous demande d'aller au moins jusqu'à 6 parce qu'on pense que le temps imparti, les ressources, vous n'arriverez pas à faire mieux. Alors que si on était vraiment sur l'innovation exploitable par les entreprises, on doit être à du terrain 9. Donc en fait, on a travaillé avec des entreprises qui, au départ, se disent, je crois que ça va nous bénéficier tout de suite. Et assez rapidement, qui plus est en période de Covid, où on a vraiment eu du mal à interagir avec elles, se sont un peu repliées sur elles-mêmes en disant, mais pour nous, ça, c'est une perte de temps. Et finalement, c'est quasiment dans les 6 derniers mois où les entreprises, ayant vu les résultats technologiques, les démonstrateurs opérationnels qu'elles pouvaient prendre en main et avec lesquels elles pouvaient jouer, qu'elles se sont dit, oh, on aurait dû s'impliquer beaucoup plus tôt dans le projet parce que c'est vraiment intéressant. Et je ne vous cache pas que sur la partie environnementale, c'était aussi un vrai défi parce qu'il y a la déclaration de oui, vraiment, je ne voulais pas montrer, mais juste pour vous faire peur, je peux vous le montrer. Donc ça, c'est juste un extrait des 60 tableaux Excel qu'on a partagés avec les entreprises pour aller renseigner les 2100 critères théoriques. Il y en a une partie qui sont vraiment consacrées à qu'est-ce que vous faites en termes d'activité environnementale. Voilà, il y a l'idéal et puis après, il y a ce qu'on a vraiment observé en termes de réalisation, quoi. Et c'est là où on voit qu'il y a un vrai accompagnement qui est nécessaire et il ne s'agit pas de dire, ouais, c'est pas bien ce que vous faites, nous, parce que nous-mêmes, on s'est mis en situation de faire et on voit bien que dans nos pratiques, dans notre mode de consommation, etc., c'est un vrai défi, quoi. C'est vrai que les modèles de maturité ou les échelles de maturité, c'est un outil génial, quoi, parce que bon, il faut avoir consensus sur les niveaux et puis ensuite sur les appréciations des niveaux. Ouais. Mais ça permet Ouais. aussi de mettre des étapes par rapport à des enjeux très complexes. On parlait de défis environnementaux tout à l'heure. C'est sûr que si on dit demain on veut sauver la planète, ça peut vite créer de l'anxiété parce que ça semble un peu irréalisable. Par contre, se dire, tiens, demain, j'ai peut-être envie d'installer un dispositif qui va me permettre d'économiser un peu d'eau ou d'intervenir sur un terrain qui est pollué et trouver des solutions, eh ben, ça permet déjà d'avoir des objectifs atteignables, de mesurer le chemin qu'on a parcouru et de se dire, tiens, j'ai peut-être quand même été un peu utile. OK, on pourrait faire mieux, on pourrait faire plus, mais c'est déjà un premier pas qui est réalisé. Et la part de la modélisation, je pense qu'elle est extrêmement importante avec les études qu'on a. Bon, Auguste en a présenté une petite partie en agro. Dans le domaine de la santé, c'est quelque chose que tu fais aussi, de la modélisation. Les gens, ils veulent voir, ils veulent sentir les choses, ils veulent se les représenter. Et puis, si derrière, on met un peu d'ingénierie avec des flux, des mesures, des critères de valeur avec un S, hein, on peut effectivement faire avancer, quoi. Alors, il y a modélisation et modélisation. Le petit film que vous voyez au départ, il y a 2 minutes 30, le film complet, en modélisation rigoureuse ingénierie système, c'est 200 pages de rapport qu'on a envoyé à l'Union européenne. Je l'ai repris en boomerang en me disant, attendez, c'est trop long, on ne va pas lire ça. Et c'est là où on dit, mais attendez, vous nous demandez un travail rigoureux scientifique et en même temps, vous voulez en gros un film de 2 minutes parce que quand ils ont vu le film, ils étaient contents. Mais parce que le paradoxe aussi, c'est que derrière, les systèmes d'accréditation, de versement des subventions, etc., sur quelques millions d'euros, je veux dire, on ne parle pas de 200 euros, on parle de 7 millions d'euros, ils ont quelques minutes pour évaluer et dire on y va, on n'y va pas. Donc, il faut à la fois avoir une exigence et prendre le temps de bien faire les choses et en même temps être dans des capacités de séduction très courtes pour dire on a bien fait le job. Tout à fait. Le go-no-go est important.
Jean, oui, tu voulais. Oui. En même temps, je réfléchissais, je me dis, en même temps, j'étais en train de réfléchir sur les 6 présentations, finalement, un petit peu le point commun qu'il pourrait y avoir, parce qu'on a commencé, parce que tu termines, et je me dis finalement, on n'est plus sur des besoins, on va vraiment sur de la personnalisation, vers de l'individualisation des besoins, finalement, même de l'utilisateur. C'est-à-dire que demain, chacun va être un utilisateur de ce dont on a besoin pour le juste nécessaire, pour le juste besoin. Donc en fait, on sera de moins en moins dans le collectif, on nous reproche d'être de plus en plus individuel, mais parce que tout simplement, on va rechercher ce qui m'est utile, moi en tant que personne, en tant qu'utilisateur d'expérience, pour continuer moi à vivre demain. Donc j'étais un petit peu en train de me dire finalement, est-ce que notre société n'a pas changé complètement de paradigme? Je pense que la mondialisation peut-être aussi atteint peut-être ses heures de gloire. Je pense qu'on va vers d'autres formats, des formats plus locaux, où l'utilisateur qui aura l'expérience aura le dernier mot, qui nous dise exactement ce qu'il a besoin. Et je fais juste termine, puisque nous on s'intéresse beaucoup à des personnes atteintes de problèmes neurodégénératifs. Finalement, de plus en plus on personnalise pour aller chercher exactement ce dont elle a besoin, la personne a besoin, pour pouvoir continuer à avoir une vie agréable, je veux dire, malgré la pathologie, etc. Et je me dis finalement, pour terminer, puisqu'il y a eu une présentation, je crois que c'était la 4e, c'est vrai que, on va dire, bon, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Non, je pense que si, parce que, on va, à mon avis, il va y avoir un sursaut sociétal, un sursaut chez les gens, chez les jeunes, qui vont peut-être demain, mais ça a commencé à trouver la solution adaptée à chaque personne. Il faut quand même donner une lueur d'espoir, sinon il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus. Donc voilà, c'était ça, c'était un petit credo, une perception des. J'ai trouvé que les présentations étaient de très très haut niveau. C'était intéressant parce que, je veux dire, dans toutes les présentations, il y a eu un effet positif, quoi. Je veux dire, dans la présentation sur l'eau de Michel, on a eu des exemples. Bon, j'étais content de savoir qu'il y avait des choses qui se faisaient dans les Vosges. Et puis, sur un sujet, l'eau chaude, qui est extrêmement, au niveau individuel, très absorbeur de kilowattheures, et ainsi de suite. Faire la transition avec cet après-midi, donc l'atelier qui se déroule à Lyon, mais qui sera bien sûr qui est toujours possible de suivre à distance, sera justement autour, en particulier, d'une table ronde sur notamment des intervenants qui accompagnent les entreprises, sur donc les rendre plus régénératives et engagées. Donc il y a vraiment cette dimension, effectivement, partir de valeurs, être capable de créer son entreprise, trouver un modèle notamment derrière une valeur qui a du sens. Je pense en complément de ce qu'indiquait Jean, on a aussi vu là aujourd'hui des initiatives, des mises en commun, des projets qui mettent en commun beaucoup d'acteurs très différents. Le dernier projet en est également un exemple et vient montrer que oui, c'est possible et la technologie nous le permet aussi et permet effectivement de retrouver un élément clé. On a parlé de valeur, on a parlé de besoin. Et c'est sûr que c'est des thématiques qu'on avait déjà vues depuis le démarrage de cette méthode ou démarche, analyse de la valeur et management par la valeur. C'était clairement l'objectif de cette demi-journée, comme les 4 autres que je resitue. C'était effectivement de pouvoir un peu servir de démonstrateur, comme on l'a vu sur la dernière. Donc en tout cas, on s'excuse pour la richesse du programme de la matinée. Vous me permettez de conclure ainsi.